Donc, en tout cas, bonjour à tous et je suis vraiment ravi de pouvoir vous accueillir dans ce petit webinaire CSRD qui va avoir une particularité, c'est d'être très concret, très appliqué sur le contenu et l'application de la CSRD. Parce que j'ai une petite frustration que j'ai partagée et en tout cas qu'on partage avec Amélie de Parangone, c'est que la CSRD, comme vous le savez, on en parle depuis des mois et des mois. Et la plupart des contenus qu'on va trouver sur Internet ou lors de salons, ça va être des tables rondes ou des webinaires qui vont être très théoriques sur la CSRD et on ne rentre pas beaucoup dans la pratique. On a très peu, par exemple, de webinaires qui vont vous expliquer quels sont les indicateurs chiffrés quantifiables que l'on peut retrouver dans la CSRD. Et ça manque beaucoup parce que c'est le gros problème et le gros sujet qu'on se pose quand on doit commencer à préparer son premier reporting. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de le faire en 4 parties. Une première partie où justement, on va aller explorer le contenu très concret de la CSRD, les chiffres, les ratios, quelles questions vont être posées, quelles sont les étapes de transition entre ce que vous pilotez déjà ou pas et ce qu'on va devoir piloter au moment de la CSRD. Donc, on va voir qu'en fait, c'est pas neutre, c'est pas marginal hein, comme sujet. Et parce que ce sujet n'est pas neutre et pas marginal, ça va nécessiter une transformation interne pour les entreprises qui ne sont pas encore très bien structurées sur les sujets RSE et qui n'ont pas encore cette culture ESG. Et ça, c'est un sujet que Camélie va pouvoir nous présenter en détail, parce que ça fait quand même voilà, vous êtes un des acteurs les plus anciens de référence sur ce type de transformation culturelle. Et on va finir avec une note un peu positive après les 2 premières parties qui vont être peut-être un peu stressantes, qui va être d'explorer en fait, est-ce que cette CSRD c'est une contrainte en plus, est-ce que c'est une nouvelle organisation qui va être lourde à porter mais qui n'apportera pas de ROI, ou est-ce qu'au contraire c'est une transformation, un investissement à mettre en place, mais qui derrière en fait va simplifier aussi beaucoup la vie aux entreprises et qui peut être une véritable opportunité. Donc, l'objectif, c'est de tenir tout ça en l'espace de 35 à 40 minutes pour on vous laisse la parole et qu'on puisse répondre à toutes vos questions, sachant que vous êtes nombreux. J'ai vu qu'il y en a déjà pas mal sur le Q&A. Donc, on commence maintenant pour ne pas perdre trop de temps et se concentrer sur l'essentiel. Alors, commençons déjà par le contenu et les étapes de transition. Ça, c'est clé pour tout ce qui va suivre. Je vous propose de commencer par certains ordres de grandeur. Alors, chez Zei, on est plateforme de pilotage RSE ESG et ça fait presque un an qu'on travaille sur l'intégration des textes de loi de la CSRD dans l'outil pour séparer les data points, les indicateurs, travailler la donnée qui sera nécessaire de divulguer et surtout aller aligner ces indicateurs avec tous les autres référentiels qui peuvent exister sur le marché. La CDP, le bilan carbone, l'EcoVadis, les labels, pour voir en quelque sorte si cette nouvelle réglementation est à nouveau quelque chose en plus ou si c'est quelque chose qui peut s'harmoniser et s'aligner avec le reste des référentiels existants. Et donc, ce qui en ressort, c'est qu'on a aujourd'hui 1564 points de données différents qu'on va synthétiser en quelque sorte en 650 indicateurs. Parmi ces indicateurs, vous allez avoir une grande partie des data points qui sont des indicateurs qualitatifs où on attend de vous une description, un contenu rédactionnel, une divulgation en quelque sorte d'une politique ou des ressources. Donc, c'est une grosse partie des data points et c'est à peu près 50% des indicateurs. Et vous allez avoir à peu près 25%, donc un quart des data points qui sont des indicateurs quantitatifs. On va le voir en détail juste après. Voilà. Et en termes d'indicateurs, ça représente à peu près 50% de ce qu'il va falloir divulguer lors de votre premier exercice de reporting. Et Noël, je Alors, me permets de t'interrompre parce qu'il y a une question. Il semblerait que certains entendent beaucoup de grésillements et je ne sais pas si c'est lié à ton éloignement par rapport à ton micro. est-ce que tout le monde entend le grésillement? Amélie, tu l'entendais? Ou Moi pas? légèrement, mais visiblement, bon, même le micro Euh, craque. Bon, ça va. bon, bah écoutez, je vais m'approcher du micro, je vais parler encore plus fort. Les grésillements, oui. Ah, alors, je vais regarder si
C'est mieux comme ça. J'ai l'impression que oui. Ça va, bah, écoutez, parfait. Donc, ouais. Bon, si c'est mieux, c'est mieux, tant mieux. Concrètement, il va y avoir du coup des indicateurs qualitatifs, descriptifs et des indicateurs quantitatifs. Sur le qualitatif, vous allez avoir différentes typologies d'indicateurs, notamment la description de vos actions et de votre stratégie sur les enjeux comme le climat, l'eau et vos salariés. Des indicateurs qui vont être liés aux ressources que vous mettez en place, à vos politiques, à vos objectifs, mais également dans certains sujets liés aux risques et aux opportunités que vont représenter un enjeu pour votre entreprise. Donc, ces indicateurs sont quand même très nombreux. Souvent, ça va être très bien cadré et défini dans le détail attendu dans la divulgation finale de la CSRD. Parfois, ça va être une phrase, parfois, on peut avoir 2 à 3 paragraphes de cadrage de la question de la part de l'EFRAG. Voilà, donc ces indicateurs qualitatifs, c'est une écrasante majorité des data points, mais ça représente à peu près 50% des indicateurs, sachant qu'on peut condenser en un indicateur plusieurs points de données différents, comme mon objectif, la date de l'objectif, comment je vais y arriver, là où j'en suis, la date de départ, en quelque sorte, de ma trajectoire. Et tout ça, vous allez pouvoir le condenser en un seul indicateur. C'est pour ça que le nombre de data points sera un peu différent du nombre d'indicateurs à la clé. Donc ça, c'est pour les indicateurs, on va dire, qualitatifs, et on pourra rentrer dans le détail si vous souhaitez pendant les questions-réponses. Et au-delà du qualitatif, on va avoir à peu près 50% des indicateurs qui sont des indicateurs quantitatifs. Et donc, ça va être à la fois des données d'impact absolu, donc des valeurs, des volumes. Vous allez avoir également des données relatives, et ça, c'est assez appréciable de la part de l'EFRAG, parce que ça permet de mettre un contexte à un volume. On ne va pas seulement vous demander combien vous émettez de CO2, mais quel est le volume de CO2 que vous allez émettre pour un produit vendu, histoire de rendre cette information comparable au sein d'un même secteur entre deux entreprises. Et vous allez avoir également des indicateurs financiers, vu que la CSRD, c'est aussi un référentiel utile pour les actionnaires, notamment sur l'ampleur d'un risque ou d'une opportunité financièrement pour votre entreprise. Si vous êtes plus ou moins exposé à un risque sur la consommation d'eau, par exemple, ou la disponibilité en eau. Et donc, ces indicateurs quantitatifs sont aussi très bien définis, très bien détaillés. L'EFRAG innove pas mal dans les questions et les indicateurs qu'ils vont demander sur les indicateurs quantitatifs et va même parfois se rapprocher d'indicateurs qu'on va retrouver dans des modèles à impact, des modèles régénératifs, comme on peut le voir à la Convention d'entreprise pour le climat. Donc, il y a une ambition, en tout cas très forte de l'Europe, sur les sujets, les thèmes qui vont demander aux entreprises soumises à la CSRD. Donc ça, c'est l'ampleur, le volume d'informations qu'il va falloir commencer à collecter, à traiter et à rédiger pour préparer la CSRD. Alors maintenant qu'on a dit ça, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas tous 1500 points de données différents. Et pour ça, pour comprendre par rapport à votre entreprise le nombre d'indicateurs à suivre, il va y avoir 3 étapes indispensables à mettre en place dès le début pour passer de tous ces textes de loi et de toute la donnée que vous maîtrisez aujourd'hui au détail des indicateurs très précis que vous allez devoir gérer, rédiger et publier demain. Donc la première étape, ça va être d'analyser parmi les 10 enjeux clés de la CSRD, quels sont les enjeux qui vont être importants pour vous, qui vont être matériels. Et ça, je pense que vous avez tous entendu parler de la double matérialité. On va y revenir assez rapidement pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête. Grâce à cette analyse, on va pouvoir ensuite filtrer dans les indicateurs de la CSRD ce qui est indispensable pour mon entreprise parce que c'est important, c'est applicable et c'est matériel, et choisir ce qu'on veut ou peut omettre parce que c'est un sujet qui est soit non applicable, soit c'est applicable, mais c'est relativement peu important, c'est assez marginal, et on va pouvoir le mettre de côté et l'omettre parce que l'EFRAG et la CSRD le permettent. Et donc, chaque entreprise passera de 1500 points de données à 250, peut-être à 1000 points de données différents, sachant bien sûr que ça va dépendre des secteurs d'activité. Dans l'industrie, vous en aurez beaucoup plus que dans le service. Et sur cette base d'indicateurs que vous aurez filtrés parmi les 1500 data points, on va finir cette transition
en captant toute la donnée que vous avez jusqu'à maintenant pilotée au niveau de vos filiales, au niveau de vos fournisseurs, mais aussi au niveau du groupe, voir si cette donnée correspond ou non aux indicateurs et aux informations nécessaires pour la CSRD, pour identifier très facilement ce qui va vous manquer. Donc concrètement, parmi ces 3 étapes de transition, la première va être d'analyser les enjeux qui sont importants pour votre entreprise, soit parce que votre entreprise a un impact sur l'enjeu, comme l'eau, la biodiversité, mais également, est-ce que cet enjeu peut avoir un impact sur votre entreprise? Par exemple, si jamais il n'y a plus d'eau dans ma région, je ne peux plus produire de jus en bouteille, par exemple. Et donc, cette analyse-là, elle doit se faire par une expertise humaine, par des cabinets de conseil comme par Angon. Elle doit se faire avec du jus de cerveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut automatiser, il n'y a pas de formule scientifique, même si des outils peuvent aider à cadrer un petit peu cette démarche-là. On pourra y revenir un peu dans les détails, mais en tout cas, ce process, ça fait partie des premières étapes. Et il y a énormément d'acteurs qui peuvent vous accompagner pour bien le faire. En faisant cette analyse de double matérialité, on va pouvoir identifier, encore une fois, tous les indicateurs qui sont liés à des sujets ou des thèmes qui sont matériels pour mon entreprise. Ce slide-là, vous le recevrez, bien sûr, pour ceux qui veulent, après le webinaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rentrer au démarrage par un sujet ou un thème, comme par exemple la pollution, puis se poser la question pour chaque sujet, est-ce que c'est un sujet qui va être important pour moi? Si c'est non, je peux omettre tous les indicateurs liés à ce sujet et je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je les omets. C'est fait grâce à votre analyse de double matérialité et c'est l'auditeur de votre rapport RSE qui pourra vous aiguiller pour s'assurer que tout est bien fait. Et quand un sujet est matériel, vous n'êtes pas obligé de tout divulguer en dessous. Par exemple, si la pollution des sols, c'est matériel, vous avez le droit d'omettre des indicateurs détaillés, comme par exemple le volume de pesticides que vous consommez, qui est bien sûr lié à la pollution des sols, mais qui sera peut-être non applicable ou non matériel pour vous. Et avec ce process et ce schéma, on va aller pouvoir filtrer parmi les 1500 points de données les sujets, les sous-thématiques, puis les indicateurs qu'on va pouvoir omettre et que vous n'aurez pas à piloter et que vous n'aurez pas à divulguer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on passe de 1500 points de données à 250, 400, 500, peut-être 1000 points de données différentes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la divulgation de la CSRD s'adapte vraiment à votre entreprise et ce n'est pas quelque chose de clé en main qu'on peut rajouter en un clic sur un Excel et commencer à travailler tout seul sans avoir fait ce travail préalable de sélection et de filtre. Et une fois qu'on a fait ça, on en arrive à la dernière étape de cette transition, c'est de prendre toute l'information que vous pilotez actuellement, de vérifier et de l'importer pour voir est-ce que c'est une donnée que vous maîtrisez déjà dans la liste de tout ce qu'on aura sélectionné pour la CSRD, ou est-ce que c'est une donnée qui manque? Et c'est grâce à ces données manquantes qu'on va pouvoir aller commencer à structurer l'information qu'il faudra aller chercher en interne auprès de vos équipes, auprès de vos filiales, parfois auprès de vos propres fournisseurs, et ça sur un nombre d'indicateurs où en général vous allez avoir au moins 75% des indicateurs de la CSRD que vous ne maîtrisez pas encore. Et pour finir sur une note qui n'est pas très rassurante, mais vous inquiétez pas, on n'en est qu'au début, c'est que peu d'indicateurs des référentiels usuels et des standards connus sur le marché vont vous pré-mâcher normalement le travail de la CSRD. Ça, c'est un petit tableau que vous recevrez aussi si vous le souhaitez à la fin du webinaire. Mais ça permet de comprendre que certains des référentiels comme le GRI, la SFDR ou le bilan carbone peuvent avoir des liens avec la CSRD, ce qui veut dire que si vous avez fait la SFDR, par exemple, 21% des indicateurs climatiques vont pouvoir être complétés grâce à ce que vous pilotez déjà pour la SFDR, que 42% des données demandées par la CSRD sur le climat pourront être réutilisées en quelque sorte les indicateurs de vos bilans carbone, mais qu'il y a énormément, voire la majorité des indicateurs et des data points de la CSRD qu'on ne va pas pouvoir récupérer, par exemple d'un EcoVadis, d'un Bicorp, ou même d'un bilan carbone qui ne couvre qu'une partie du climat et qui ne couvre pas, bien sûr, tous les sujets sur la pollution, sur l'eau, la biodiversité, les ressources, vos salariés, et ainsi de suite. Et donc, tout ça pour vous dire que l'écrasante majorité des données à produire pour la CSRD
n'existe pas dans la majorité des entreprises aujourd'hui en France et en Europe. Ce qui signifie qu'il va quand même avoir un gros travail de structuration de data ESG à faire en amont et de changement aussi culturel, parce qu'on ne peut pas gérer ce volume d'informations sur un Excel. Maintenant qu'on a dit ça, Amélie, toi qui travailles justement avec les entreprises sur ce changement culturel, ce serait génial si tu peux nous en dire beaucoup bien plus sur comment tu le Oui. perçois et comment est-ce que tu l'appliques en entreprise. Oui, alors juste avant de démarrer, j'ai noté pas mal de questions pendant que Noël s'exprimait. On a pas mal de temps en fin de présentation pour répondre à toutes ces questions, donc pas de souci. Les questions sont notées et on y répondra. Donc oui, pourquoi on parle de changement culturel? Changement culturel, c'est quelque chose que chez Parangone, nous souhaitons. Alors, je me rends compte que je ne me suis pas présentée, je vais commencer par le faire. Donc, je suis Amélie Foulon, je suis directrice associée du cabinet de conseil Parangone. Parangone a été fondée il y a 13 ans pour accompagner les entreprises dans leur transformation par la RSE. Du coup, assez naturellement, le sujet de la CSRD, on l'a vraiment pris avec Noël et ses équipes comme étant une opportunité d'accélérer la transformation ou de l'initier pour certaines entreprises. Alors, on parle de changement culturel parce que on va arriver dans l'ère de la data. Si tu peux passer la slide, Noël. Merci. On arrive dans l'ère de la donnée. Alors, pas pour tout le monde, hein. Certaines entreprises, celles qui sont déjà soumises à la CSRD, elles savent bien de quoi on parle quand on parle de données extra-financières. Pour autant, il y a un vrai changement culturel par rapport à la raison d'être de cette CSRD. La raison d'être de cette CSRD, c'est bien sûr la possibilité d'avoir un référentiel commun au niveau européen, de pouvoir avoir des indicateurs communs, un langage commun. La motivation, c'est bel et bien de faire en sorte que les entreprises rentrent dans l'action. Aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui ont déjà un certain nombre de KPI, de données, mais elles sont collectées une fois par an. Puis, l'exercice consiste un peu à un coup de regard dans le rétroviseur. Une fois par an, on regarde ce qui s'est passé l'année dernière. Et ma foi, qu'on ait ou non atteint nos objectifs, il y a assez peu de conséquences. Là, l'objectif, c'est que cette donnée soit non seulement collectée, mais qu'elle serve véritablement d'outil de pilotage. Donc, l'objectif, c'est de placer la donnée extra-financière au même niveau à terme que la donnée financière. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en sont là aujourd'hui, même les plus avancées. Donc, c'est pour ça qu'on parle de changement culturel et c'est pour ça qu'on se dit bienvenue dans l'ère de la donnée. Alors, souvent, l'ère de la donnée, c'est synonyme pour nos interlocuteurs de surcharge de travail, de contraintes, de stress. On a même des interlocuteurs qui nous disent mais pour nous, c'est un sujet d'angoisse. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'en effet, c'est complexe. Noël l'a parcouru rapidement. Pour qui n'est pas un peu familier avec tout ça, c'est pas si facile à comprendre. C'est énormément d'informations. C'est une réglementation, quand on l'a reçue, qui faisait... j'ai pas fini, tu peux remonter s'il te plaît. Quand on a reçu cette réglementation, c'était 200 pages en Arial 8 en anglais qu'il fallait consulter. Donc oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais avec Noël, on a fait le choix d'intégrer cette complexité, de la digérer de façon à pouvoir vous accompagner en vous permettant de retrouver le sommeil. Donc, en vous déchargeant de cette complexité et en vous permettant de vous concentrer sur ce qui est vraiment important et sur ce qui fait l'essence de cette CSRD, c'est la transformation des entreprises pour développer vos impacts positifs, environnementaux et sociaux. Donc, nous militons très fortement pour convertir cette contrainte, cet exercice de mise en conformité en une énergie de transformation. Alors, c'est assez en lien, assez cohérent avec ce que nous sommes chez Parangone, puisque Parangone est entreprise à mission.
et que notre mission, c'est véritablement de faire des entreprises des leaders sectoriels de la transition écologique et sociale auprès des territoires et des pouvoirs publics par la mise en mouvement de leurs écosystèmes et en nous référant aux modèles transformatifs les plus exigeants. Donc concrètement, et là on peut passer à la slide suivante s'il te plaît. Concrètement, et ça va répondre déjà à une des questions que vous avez posées dans le chat, concrètement, il va y avoir une phase de préparation et oui, notre recommandation, ce n'est pas une obligation, mais notre recommandation, oui, c'est bien de mettre en place un dispositif d'écoute de vos parties prenantes si ça n'a pas déjà été fait. Oui, parce que effectivement, se transformer, c'est et mettre en place une dynamique de transformation par la RSE, c'est commencer par écouter les attentes et perceptions de vos parties prenantes. Donc nous, aux côtés de ZEI, en complément de ce que Noël a pu vous présenter et de ces 3 étapes de la transition, nous, on rajoute une étape. Et cette étape, c'est bien sûr une étape de préparation. On rajoute une étape, et puis ce qu'on va rajouter également, c'est 2 ingrédients qui nous paraissent indispensables pour vous accompagner dans cette transition, dans cette transformation. C'est une étape de formation et une étape de coaching. On va former toutes les personnes qui doivent l'être, à commencer par les dirigeants, de façon à ce qu'ils aient une bonne maîtrise des tenants et des aboutissants de la CSRD et de quelles opportunités ils peuvent aller chercher, de façon à ce qu'ils abordent eux aussi à vos côtés la CSRD comme une véritable opportunité pour l'entreprise. Et puis, mettre en œuvre la CSRD avec tous les indicateurs. On a parlé de 1500 indicateurs, c'est un peu effrayant et forcément, ça touche toute l'entreprise, c'est-à-dire tous les métiers de l'entreprise. Donc, nous, on aura besoin d'aller chercher ces experts métiers qui seront nos correspondants. Et ces experts métiers, il faut qu'on les embarque. Donc, il faut eux aussi qu'on leur donne les éléments d'explication dont ils ont besoin et puis qu'on les accompagne. C'est pour ça qu'on met en place souvent des coachings de façon à ce que chaque mois, on puisse se parler, savoir où on en est et regarder quels sont les blocages, quelles sont les difficultés, de façon à ce qu'on arrive, nous, en facilitateur. C'est vrai que notre regard extérieur peut souvent aider à débloquer des situations au sein de l'entreprise. Et du coup, je vais me faire le porte-parole de Konica Minolta. Si tu peux passer, voilà. Pour vous expliquer concrètement comment on a procédé. Konica Minolta, c'est une entreprise, donc on regrette que Eman, notre contact, n'ait pas pu se joindre à nous, il est malheureusement malade, mais on travaille avec lui depuis 3 ans maintenant. 3 ans depuis laquelle on a commencé à structurer la démarche de responsabilité sociétale pour l'entité France. Donc, ça fait un moment qu'on est dans une logique d'anticipation de l'arrivée de cette CSRD. Et le point de progrès chez Konica Minolta, c'était très clairement justement la data. Se plonger dans la data, dans la collecte de la data et dans l'organisation nécessaire pour cette collecte. Du coup, on a mis en place, et Noël en parlait tout à l'heure, il y a à peu près 6 ou 7 mois, la solution ZEI, de façon à faciliter le travail et de façon à pouvoir déjà dans un premier temps regarder quel allait être le chemin à parcourir, où allaient être les principaux sujets, les principaux chantiers sur lesquels il allait falloir travailler. Ça nous a permis, en temps deux, de mobiliser le comité de direction. Mobiliser le comité de direction, ça veut dire qu'on a organisé un temps de formation, sensibilisation de l'ensemble des membres du comité de direction, de façon à répondre à toutes leurs questions, à ce qu'ils aient bien tous les éléments en main et de façon aussi à les solliciter. On a besoin de chaque membre du comité de direction pour qu'il soit sponsor de la démarche. On a même été jusqu'à formaliser un schéma de gouvernance projet dans lequel on a spécifié quel sujet était entre les mains de quel membre du comité de direction, parce qu'on a absolument besoin de leur soutien et de leur input, parfois pour aller parler. Là, on se parle d'une entreprise dont le siège est basé au Japon.
Donc, parfois, pour aller frapper à la porte du siège au Japon, parce qu'on a besoin de données complémentaires, parce qu'on se rend compte qu'il y a des sujets sur lesquels ils ont un peu mis le dispositif en pause, et du coup, nous, on agite le chiffon rouge en disant, mais oui, mais pour la France, on a absolument besoin de progresser sur tel et tel sujet. Donc, pour cela, on a besoin du comité de direction. Ensuite, on va accompagner chaque contributeur. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On identifie les contributeurs qui vont travailler dans le groupe de travail et on les accompagne, on les forme et on les aide à progresser, sachant que nous, on parle souvent d'élargir la sphère d'adhésion. On commence avec un groupe restreint et puis petit à petit, on élargit, on embarque, on forme et à leur tour, chacun de ces membres du groupe de travail va avoir un rôle pour fédérer parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas perdre de vue la finalité, ce pourquoi on fait les choses. Toutes ces KPI, ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais ça l'est moins quand on ne perd pas de vue la finalité. Et la finalité, c'est la progression de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a défini nos KPI, qu'on est en ordre de marche pour obtenir la data, il faut se fixer des objectifs de progression. Et pour arriver à les atteindre, ces objectifs, on a souvent besoin de tout le monde, besoin de tous les collaborateurs, besoin des parties prenantes, des fournisseurs, notamment qui sont très importants. Donc, cette notion de fédérer, elle est aussi très, très importante et on va donner les moyens à chacun de pouvoir jouer son rôle. En effet, en fait, ce changement culturel, il est commun à toutes les entreprises. Après, il va quand même avoir des ambitions peut-être un peu plus légères, des transformations plus légères à avoir quand on est une entreprise qui ne fait que du service et qui n'a pas de matière première. Là, on a pris le cas de Konica Minolta qui a besoin d'une transformation très profonde parce qu'en effet, ils ont une chaîne logistique très complexe, des matières, des achats. Ça sera moins complexe pour l'entreprise de service qui en général suivent déjà pas mal de sujets sociaux et qui vont avoir peu d'enjeux de divulgation sur les thématiques environnementales. Mais cette transition et transformation, elle va quand même être indispensable pour tout le monde. Et on va passer d'une RSE, on va dire un petit peu à la papa avec un responsable qui travaille de son côté, à une RSE et une ESG qui va être infusée dans toute l'organisation parce que ça ne pourra plus être géré par une ou deux personnes en interne et qui va appeler tout le monde pour récupérer l'information une fois par an sur un Excel sans qu'on comprenne vraiment l'importance de l'enjeu et qu'on puisse mettre en place un véritable plan de transformation. Donc une transformation qui va être complexe, qui va être ambitieuse à mener et qu'il faut préparer dès maintenant, même si votre premier exercice de divulgation CSRD sera dans 2 ans, parfois 3, parce que j'ai vu certaines questions dans le chat où on avait des cas assez particuliers. Mais plus tôt on s'y met, plus cette transition moins cette transition sera complexe. Et donc, si vous le pouvez, mettez-vous-y dès maintenant. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on a vu la transformation culturelle complexe, on a vu l'ampleur du volume de données qui peut faire peur. Une des questions qui suit et qu'on entend beaucoup, c'est concrètement, tout ça, on va le faire parce que c'est réglementaire, mais est-ce que c'est qu'une obligation réglementaire ou est-ce qu'au final, ça pourrait ne pas être une bonne nouvelle? Bon, vous doutez que moi et Amélie, on a un point de vue un peu biaisé sur le fait qu'en effet, c'est une opportunité. Mais c'est pas pour rien et il y a quand même énormément de sujets qui vont se simplifier une fois que la CSRD sera passée. Alors, l'un des premiers sujets, Amélie, je vais te laisser commencer. Oui, alors nous, évidemment, hein, vu notre culture d'entreprise au sein de Parangone, évidemment qu'on a envie de voir ça comme une opportunité. Pour nous, c'est un nouveau moteur. Un nouveau moteur pour approfondir l'engagement des entreprises pour la transition sociale et environnementale. Alors, j'ai vu une question dans le chat pendant que Noël parlait sur qu'en est-il pour les TPE, PME qui ne sont pas soumises à la CSRD.
Nous, on a une conviction, c'est qu'on va vraiment passer dans l'ère de la data. C'est-à-dire que, soumis ou pas soumis, l'entreprise qui continuera à faire des déclarations d'intention, ça va passer de moins en moins. Du coup, il y a, je pense, un vrai mouvement de fond vers une culture de la data et une exigence de transparence sur les plans d'action qui s'accompagnent des déclarations d'intention. Voilà, la planification va devenir de plus en plus importante. Alors, une entreprise qui n'est pas soumise, elle peut se saisir de l'exercice et en faire une opportunité sans forcément aller sur l'intégralité des indicateurs qui sont donnés, mais en s'appuyant tout simplement, comme on l'a fait jusqu'à présent, des référentiels déjà existants. Hein. L'ISO 26000 reste un référentiel extrêmement pertinent pour structurer une démarche. Voilà, donc nous, on y voit vraiment une opportunité pour les entreprises de se transformer. Et puis, on le voit, on voit qu'il y a quand même un effet accélérateur de l'ensemble des entreprises qui disent, OK, jusqu'à présent, on faisait déjà pas mal de choses, mais ce n'était pas toujours structuré, ce n'était pas toujours mesuré. Maintenant, on se lance et on va professionnaliser notre démarche. Donc, de fait, il y a ce mouvement qui est lancé. Et puis, nous, on y voit une autre opportunité, c'est qu'on peut en faire un véritable projet d'entreprise. Déjà, il y a un intérêt évident qu'on voit, c'est qu'on a tout d'un coup le monde de la finance et le monde de la RSE qui vont converger. On avait jusqu'à présent la data ESG d'un côté, la data ISO 26000 GRI RSE de l'autre. Là, la CSRD a pour objectif de faire converger ces deux cultures et c'est une très bonne chose. Et puis, du coup, on va prendre le réflexe d'intégrer la performance extra-financière au même niveau que la performance financière. De plus en plus d'entreprises intègrent aujourd'hui dans les variables des dirigeants et des managers des critères de performance extra-financière. Donc, là encore, cette CSRD, on le voit comme un accélérateur de cette dynamique et donc on y porte un regard très très positif, toujours avec cette préoccupation de vous aider à sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire à ce que ce ne soit pas vraiment abordé comme quelque chose d'ultra chronophage, d'ultra fastidieux, qui prend du temps et de l'argent à l'entreprise. Non, il ne faut surtout pas l'aborder comme ça et il faut surtout arriver à regarder la direction qui va nous permettre d'en tirer des bénéfices. Et parmi alors juste pour rebondir là-dessus, il y a un avantage qui est clé à comprendre, c'est qu'en fait aujourd'hui, la RSE, on le fait sur des dizaines et des dizaines de modèles différents. Vous allez avoir d'un côté la RSE telle que le demandent Ecovadis, la RSE telle que le demandent les labels, hein, Bicorp, Lucie et Afnor ou Petit Workplace qui ont chacun leur propre référentiel. Nous, on a pas mal de clients qui vont avoir 10 clients différents qui leur envoient à chaque fois un Excel avec la question qui n'est pas posée de la même manière, qui n'est pas dans le même ordre, sans pont possible, avec la double saisie. Et des référentiels comme ça, si je rajoute la COP, si on rajoute des modèles comme les achats responsables ou le label du gouvernement, en fait, on est dans un Far West de la data ESG, où chaque fonds d'investissement, chaque fournisseur, chaque label, il va de son propre jeu de données. Et ça, en fait, ça fait perdre énormément de temps parce qu'on peut passer jusqu'à 80% de sa journée en tant que responsable RSE à faire de la compta ESG. Et ce que dit Amélie, en fait, c'est une excellente nouvelle, c'est qu'en fait, on va passer d'un modèle complètement non structuré à un modèle unique où pour aborder un sujet comme le climat, l'eau, la biodiversité ou la parité, on va parler du même langage, on va parler des mêmes valeurs, des mêmes unités, la même façon de calculer une information, ce qui veut dire que toute cette jungle de types de data, de référentiels dans tous les sens vont petit à petit converger pour reprendre et réutiliser la manière de poser la question ou la manière de mesurer que la CSRD propose. Donc sur le très court terme, c'est un choc à la fois culturel et un choc organisationnel
pour se mettre à niveau sur ces nouveaux formats de calcul. Et peut-être que la moitié des indicateurs que vous pilotiez jusqu'à maintenant, on va devoir les abandonner parce que la CSRD impose un mode de calcul un peu différent. Mais une fois que ce travail sera fait, ça va servir de base pour tout ce qui suivra. Donc sur le court terme, gros investissement, mais sur le long terme, en Europe et je le pense sincèrement ailleurs dans le monde, on va aller vers cette concordance et cette harmonisation qui va nous faire gagner un temps non négligeable quand on gère de la RSE. Et ce temps, on va pouvoir l'allouer à ce qui compte vraiment, qui est la transformation des modèles, à la transformation des process, pour qu'on puisse améliorer son propre impact. Et les premiers à arriver à changer leur modèle et améliorer leur impact vont être aussi les premiers à y gagner. Parce que la CSRD aura cet avantage de rendre l'information ESG enfin communicable, compréhensible et comparable pour que les donneurs d'ordre, les salariés et les investisseurs puissent enfin utiliser leur rôle d'influence pour favoriser les entreprises les plus vertueuses. Donc, une fois qu'on a compris ça, en général, on y va un peu moins à contresens dans la CSRD et beaucoup de nos clients le voient vraiment comme une opportunité et veulent être parmi les premiers à avoir structuré la CSRD pour être parmi les premiers à passer à l'action et à améliorer leur impact pour commencer à le divulguer. Donc ça, je pense que c'est un élément clé parce que ça reste quand même une excellente nouvelle parce que ça fait quand même 4-5 ans qu'on a un nombre de référentiels qui a doublé et que chaque acheteur y va de son propre Alors, référentiel. je vais répondre à quelques questions et ça va avec la slide qui est juste après, hein. Nous, le point de vigilance qu'on a envie de partager avec vous, c'est que la CSRD ne couvre aujourd'hui pas tous les domaines de la RSE. Je vous reparle de notre accompagnement auprès de Konica Minolta. Quand on a fait notre première analyse d'écart, bon, comme on a le temps, on a fait le choix de le faire en plusieurs étapes pour pas avoir une marche à franchir du premier coup trop importante et pas décourager nos interlocuteurs. Donc, on a fait le choix dans un temps 1 de sélectionner uniquement 190 indicateurs. Et sur ces 190 indicateurs que nous avons fait le choix de sélectionner, il y en a 30 qui ne sont pas imposés par la CSRD, mais qu'on a fait le choix d'intégrer malgré tout dans l'optique justement de ne pas appauvrir notre démarche RSE. Et les 30 que nous avons fait le choix d'intégrer viennent d'autres référentiels qui sont indispensables pour la stratégie que nous bâtissons avec Konica Minolta. Et ces référentiels sont achat responsable et numérique responsable. Deux sujets extrêmement importants pour Konica Minolta qu'il n'est pas question d'aller mettre de côté, bien que ce ne soit pas un imposé de la CSRD. Donc, quand on fait la sélection des indicateurs, nous, le point de vigilance qu'on formule, c'est il ne s'agirait pas d'appauvrir vos stratégies RSE, mais effectivement d'arriver à vous constituer un panel global qui va faire appel à des référentiels complémentaires et qui vous permettra de rester fidèle à votre stratégie RSE. J'aime bien uniquement 200 indicateurs. C'est déjà une sacrée marche, hein, c'est déjà une sacrée marche. Alors, je vois qu'il y a énormément de questions en fait, dans le chat, donc je vous propose de finir avec le dernier élément qu'on voulait vous présenter pour qu'on puisse laisser un peu plus de temps pour les questions-réponses. Et il va y en avoir beaucoup parce qu'en effet, on est allé assez vite et on a survolé beaucoup d'éléments, sachant qu'on va vous communiquer, pour ceux qui le souhaitent, un guide beaucoup plus complet. On va rentrer vraiment dans tous les détails pour répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre là pendant la fin de ce webinaire. Mais pour revenir justement au fait d'avoir une nouvelle base commune à tout, j'ai été en quelque sorte un petit peu pessimiste à la fin de la partie 1 en disant qu'en fait, très peu d'indicateurs de la CSRD seraient complétés grâce aux référentiels existants. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. Ce qui veut dire que quand on va faire la CSRD, ça va compléter parfois la grande majorité des autres référentiels. Donc là, je vous en ai mis 5 pour l'exemple. Le premier étant le label RSE engagé de l'AFNOR, qui est un partenaire. Si vous complétez l'ensemble des indicateurs de la CSRD principaux, 62% du référentiel de l'AFNOR sera précomplété.
Ce qui veut dire que vous aurez presque 2 tiers du questionnaire de ce label où la donnée sera déjà prête parce que vous aurez fait votre reporting CSRD. Donc 76 indicateurs qui représentent 62% des 100 et quelques indicateurs du label. Pour la SFDR, pour ceux qui ont des fonds d'investissement au capital ou qui ont des actionnaires, vous voyez Equifinance dans le chat, la SFDR, là on a un peu de chance, c'est que la SFDR est aussi un texte de loi européen et donc il y a une concordance très forte avec la CSRD. La SFDR ne permet que partiellement de compléter la CSRD. Par contre, quand on aura fait la CSRD, ça va compléter 92% des informations nécessaires pour la SFDR. Ce qui veut dire que le questionnaire que vous allez devoir ensuite envoyer à vos actionnaires et vos investisseurs sera en fait facilement complété sans avoir à reproduire une nouvelle data à nouveau avec parfois de la double saisie ou du retraitement d'informations. Concernant Ecovalis, parce que j'ai eu beaucoup dans la question-réponse, est-ce que Ecovalis va rester, est-ce qu'ils vont s'adapter? La réponse, je pense qu'ils vont s'adapter, parce qu'Ecovalis est français, donc ils sont bien sûr au fait des textes de loi européens. Et si on fait bien la CSRD, plus de la moitié d'Ecovalis, donc 58%, sera complétée grâce aux données que vous aurez déjà formalisées pour la CSRD. Et c'est également le cas pour des référentiels qui sont hors Europe, comme le CDP, qui est un référentiel international, dont 38% des data points et des données du CDP seront complétés grâce à la CSRD. Et même le concurrent de la CSRD, donc l'ISSB, voilà, qui est une initiative américaine internationale pour essayer d'apporter une alternative un peu plus light à la CSRD, mais qui est vraiment très très light. Hein, je ne vais pas faire de commentaires, mais en tout cas ici, mais en gros, même l'ISSB pourra en partie être complétée grâce aux données de la CSRD, notamment sur le climat. Et donc, vous pourrez non seulement faire le reporting, on va dire un peu réglementaire avec la CSRD, mais ça va vous pré-mâcher le travail si vous voulez aller au-delà et décider de vous aligner avec un label comme RSE engagé. Si jamais vous voulez vous aligner avec le SBTI ou avec le CDP et aller encore plus loin dans votre démarche à moyen ou long terme. Et encore une fois, tout ça, c'est un gain de temps qu'on va allouer sur de la transformation concrète. Donc, on n'avait que 40 minutes avant de passer aux questions-réponses, donc bien sûr qu'on est allé un peu vite peut-être et qu'on a survolé certains sujets. Sur chacun des slides qu'on vous a montré, on a un guide avec l'ensemble des détails qui fait donc plusieurs pages, dans lequel vous pourrez approfondir une des thématiques qu'on a pu aborder ici. Mais l'idée, c'est maintenant de vous donner un peu la parole. Il y a déjà 41 questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse pour l'instant dans le chat. Donc, n'hésitez surtout. Oui. Je propose là, j'ai vu une question à laquelle je vais répondre et puis après, je t'indiquerai 2-3 questions aussi qui vont te concerner. J'ai vu une question concernant la matrice de matérialité. Comment on passe de la matrice de matérialité à la double matérialité? Dans le schéma que vous avez parcouru tout à l'heure, peut-être que certains d'entre vous ont remarqué que nous avons fait le choix de débaptiser la matrice de matérialité. Et dans cet exercice-là, nous avons fait le choix de l'appeler matrice des priorités pour éviter la confusion entre les deux exercices. On a besoin de cette première matrice pour passer à l'étape d'après. Donc, la matrice de matérialité va permettre d'identifier en effet les priorités dans la démarche RSE telles qu'elles ont été exprimées par vos parties prenantes et par la gouvernance de l'entreprise. On va réunir cette information-là et on va la confronter à la matrice financière. Donc, c'est par rapport à cet élément-là que je disais tout à l'heure, en fait, cet exercice va nous permettre d'instaurer un véritable dialogue entre le monde de la finance et le monde de la RSE pour pouvoir confronter les enjeux financiers aux enjeux d'impact. Alors, je vois beaucoup de questions sur les indicateurs détaillés. Alors, les indicateurs, en fait, sont déjà sortis, même s'ils ne sont pas encore finalisés, mais les indicateurs sont sortis. Donc, on les connaît. Et je peux vous montrer en détail la manière dont ça peut fonctionner, mais cette liste d'indicateurs et cette liste de data points existe. Malheureusement, aujourd'hui, c'est sur
un document PDF en anglais avec des phrases qui font 10 lignes. Donc, bon, chez AI, nous, on l'a traduit en quelque sorte, tous ces textes de loi en indicateurs spécifiques. On a créé des concordances et tout ce qui va avec. Et donc, cette liste existe déjà dans l'outil, ce qui veut dire qu'on peut dès maintenant voilà, rentrer dans le détail des indicateurs de la CSRD. Donc, je voyais aussi des sujets sur la différence entre un indicateur et un data point, parce que c'est vrai que je parlais de 1500 points de données et un nombre plus limité d'indicateurs. Un data point, c'est une information très précise, mais parfois, une information, donc un indicateur, peut rassembler plusieurs points de données. Par exemple, quand je définis un objectif, un indicateur peut être quel est mon objectif de réduction de mes émissions de CO2. Mais pour avoir cet objectif et donc cet indicateur de réduction de mes émissions de CO2, on a besoin de plusieurs points de données, comme la date de départ du calcul, là où j'en suis, le volume initial, le volume actuel, le volume à atteindre, l'année à laquelle je vais atteindre ce volume, le pourcentage de réduction entre le point de départ et là où j'en suis. Et tous ces éléments-là sont des points de données, mais qui sont en quelque sorte fusionnés dans le même indicateur que l'on va piloter. Donc oui, ces indicateurs sont sortis. Ils sont quasiment finalisés, même s'il y aura encore sûrement des itérations à amener. Mais vous pouvez avoir la liste sur le site de l'EFRAG. Ils sont sortis sur une première version en juillet 2020, en novembre pardon, 2021. Mais c'était une version vraiment très, très work in progress. Une version un peu plus stabilisée est sortie il y a quelques mois. Et là, on a eu une version un peu plus détaillée au format Excel qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, fin octobre ou début novembre. Voilà, donc ça existe, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore quelques itérations. Et parmi ces itérations, un élément qui était un petit peu dommage, c'est que beaucoup d'indicateurs chiffrés sont devenus des indicateurs narratifs, où on demandait des indicateurs précis, et au final, l'EFRAG a choisi de demander plutôt aux entreprises de décrire ce qu'ils faisaient pour rendre les produits plus réparables, par exemple, ou pour éviter ou accélérer le recyclage de certains déchets, en enlevant des critères quantitatifs. Alors, parmi toutes les questions, on vous enverra, si vous souhaitez, en plus du guide de la CSRD, le lien des textes de loi de l'EFRAG en anglais, si ça vous intéresse voilà, de rentrer dans le détail. Noël, il y a pas mal de questions sur la version anglaise de ZEI. Alors, la version anglaise, limite, c'était une des plus faciles à faire parce que les textes de loi étaient en anglais et les indicateurs sont en anglais. Donc, nous, on a plutôt travaillé sur la traduction en français de ces indicateurs en anglais. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui existe, bien sûr, sans souci. J'ai vu aussi pas mal de questions sur comment est-ce qu'on compare une donnée? Est-ce que c'est les euros? Est-ce qu'on est libre quand on rend la donnée comparable? Alors, la réponse, c'est que la plupart du temps, on va être sur une intensité ou une information relative qui est cadrée par la CSRD. Donc, par exemple, si on prend le sujet de la biodiversité, on va retrouver des indicateurs en volume, comme par exemple la superficie exploitée en hectares, mais on va aussi retrouver certains indicateurs qui ont été très cadrés dans la manière dont le relativiser. Comme par exemple le volume des émissions écotoxiques et cette intensité d'émissions écotoxiques, pas ramenée aux millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ramenée au litre d'eau des flux sortants. Pour tout ce qui est lié au climat, on va être sur la consommation d'énergie sur 1 million d'euros de revenus nets. Donc ça, normalement, c'est bien cadré pour éviter justement que chaque entreprise puisse choisir le langage ou le dénominateur qui l'intéresse, parce que ça enlèverait tout l'intérêt tout simplement de la comparabilité de données entre les entreprises. Alors, je vois des questions sur les déclinaisons sectorielles. Alors ça, en effet, l'EFRAG va sortir pour certains secteurs un lot d'indicateurs bien plus adaptés à l'activité. Et ça va principalement être pour les secteurs qui sont à fort impact environnemental ou social, comme la construction, l'énergie.
on ne l'aura pas forcément pour les secteurs du service comme le métier du conseil, par exemple. Alors, pour les associations, en effet, on a eu quelques cas d'associations qui se demandaient s'ils allaient être touchés par la CSRD. Ça, aujourd'hui, malheureusement, on ne le sait pas encore. Il y a la transposition en droit français qui sort là en ce moment. Et donc, normalement, on va pouvoir trouver la réponse dans cette transposition. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander le guide et nous demander à être notifié quand on aura la réponse. Ça nous permettra de revenir vers vous voilà, en vous prévenant si vous allez être touché ou non. Je vois également des questions sur les PME. Alors Amélie, tu en as parlé tout à l'heure. En effet, les PME qui ne rentrent pas dans les clous de la CSRD ne vont pas devoir faire la divulgation de la CSRD. Par contre, énormément d'informations de la CSRD sont des informations que certains grands groupes vont aller chercher auprès des fournisseurs et des prestataires. Ce qui veut dire que le format d'indicateur et certaines informations de la CSRD vont être demandées non pas par l'Europe et par les textes de loi, mais vont être demandées par vos clients qui vont vouloir aller chercher cette information pour leur propre reporting. Donc, vous allez quand même être impacté de manière indirecte par le format d'indicateur de la CSRD. Oui, le document Excel. Alors, l'Excel, on vous enverra le lien sur lequel vous allez pouvoir retrouver le texte en PDF et le lien de l'Excel, Clément, voilà, de l'EFRAG, pas de souci. Après, c'est en anglais et c'est pas suffisant, l'Excel, pour pouvoir vous aligner avec la CSRD parce qu'il faut le mettre dans le contexte des textes en PDF, de textes de loi, mais ça peut aider aussi à comprendre la diversité et la complexité de ce qu'il va falloir reporter. Est-ce qu'on peut utiliser la CSRD pour des analyses concurrentielles? Bonne question, ça. Alors, la CSRD rend la donnée benchmarkable, comparable. Donc, oui, en partie. Et donc, vous allez pouvoir aussi, peut-être dans certains appels d'offres, afficher certaines données du type moi, mon service rendu, logistique à la tonne de kilomètre par exemple, émet tel impact, alors que le benchmark du secteur est plutôt de temps. Nous, c'est quelque chose, une donnée qu'on a déjà dans l'outil, parce qu'on a plus de 5000 entreprises qui sont utilisatrices, donc on a beaucoup de volume de données pour faire ces benchmarks, mais avec la CSRD, le nombre d'entreprises benchmarkables va augmenter très fortement. Et donc, ça peut être un argument commercial très fort pour les entreprises qui sont plutôt dans les bons élèves dans votre secteur Oui. d'activité. Ce qui est sûr, c'est que selon les secteurs d'activité, dans les appels d'offres, on s'en rend compte, hein, le poids des questionnaires portant sur la RSE, la démarche RSE de l'entreprise, pèse de plus en plus lourd, hein. Sur certains secteurs d'activité, la démarche RSE pèse pour 15% de la note globale, ce qui n'est pas rien. Je pense que ça va continuer à peser de plus en plus lourd et surtout, les examinateurs, grâce à la CSRD, auront de plus en plus de facilité à comparer les réponses et à faire le tri de la déclaration d'intention versus le plan d'action planifié et mesuré. Il y a pas mal de questions aussi sur est-ce que les labels comme EcoVadis ou est-ce que les autres référentiels en fait vont disparaître? Alors non. En tout cas, mon sentiment, c'est que tous les labels, tous les référentiels et les questionnaires vont plutôt converger vers la CSRD. Donc, je sais qu'EcoVadis va lancer une mise à jour de son référentiel normalement tout début de l'année prochaine. Certains labels ont déjà commencé à transitionner. Donc, par exemple, le label de l'AFNOR RSE engagé nous a justement missionné, vu que ce sont des partenaires, pour aligner leur référentiel RSE engagé avec la CSRD en partie, mais également le CDP, les EcoVadis et tout le reste. Je sais également que c'est un travail que le label Positive Workplace a initié. Je ne sais pas s'ils l'ont fini, mais ils ont bien commencé. Et dans le cadre de B Corp, c'est là où j'ai un peu un doute, parce que B Corp, c'est un label américain. Et ils ont déjà commencé à travailler sur une nouvelle version avant la sortie des textes de l'EFRAG. Et donc, c'est pas certain que B Corp puisse s'aligner ou s'harmoniser avec la CSRD aussi rapidement que les référentiels un peu plus européens ou français. Donc, certains vont peut-être disparaître s'ils n'arrivent pas à s'aligner assez bien.
mais ça n'a aucun sens pour les labels de ne pas le faire. Donc, mon sentiment, c'est que l'écrasante majorité vont y arriver. Après, peut-être que je suis optimiste, hein, mais je ne pense pas que beaucoup de labels vont disparaître à cause de ça. Hmm. Une entreprise qui va mettre toutes ses ressources sur la CSRD sans passer du temps sur la définition de la stratégie RSE, bah, dans la CSRD, on vous impose justement de définir des plans d'action, des objectifs et des ressources. Si vous n'avez pas un plan d'action sur l'eau ou sur les ressources, alors que c'est un enjeu matériel, vous devez expliquer et justifier à votre auditeur et à l'EFRAG, à l'Europe, bah, je ne l'ai pas, mais je l'aurai à telle date. Donc, ce n'est pas la stratégie RSE ou la CSRD, c'est les deux, parce que ça en fait partie. Euh, et ce qui est plutôt très, très intelligent, hein, dans l'approche de, de la CSRD de l'EFRAG. Peut-être là-dessus, si tu veux, Amélie, toi qui a aussi pas mal de Oui, clients. alors ça rejoint la question de tout à l'heure sur l'analyse de matérialité qu'on a rebaptisée priorité. C'est un exercice indispensable. Donc, tant qu'à faire d'avoir fait cet exercice-là, ce serait dommage de ne pas en déduire votre stratégie RSE, d'autant que cette stratégie RSE, c'est justement un ingrédient que vous pouvez utiliser pour votre communication interne notamment. C'est ce qui vous permet d'embarquer vos collaborateurs et d'en faire des contributeurs à votre démarche. Nous, on a pour habitude de dire à nos interlocuteurs, il ne faudrait en aucun cas que votre RSE reste l'affaire de quelques experts dans l'entreprise. Il faut tout faire pour que ce soit l'affaire de tous. Parce que finalement, vous mettez en place un plan de mobilité. Si les collaborateurs n'ont pas compris quelle peut être leur contribution, ça ne marchera pas. Vous mettez en place un plan de numérique responsable. Si vos collaborateurs n'ont pas la compréhension de ce que c'est, ça ne marchera pas. Donc, il faut que ce soit vos actions paraissent cohérentes par rapport à ce qu'est l'entreprise et où elle veut aller. Et il faut que cette stratégie, petit à petit, ne fasse plus qu'un avec la stratégie d'entreprise. C'est quand même ça l'idée. J'avais quelques questions sur certains standards, hors bien sûr label et EcoVadis. Alors sur les standards, on n'a pas vu la liste entière dans le tableau comparatif qu'on a montré tout à l'heure. Par contre, si jamais ça vous intéresse, en tout cas, on pourra vous aiguiller là-dessus. C'est quelque chose qu'on a fait depuis quelque temps chez ZEI, hein, c'est que chaque point de données de la CSRD va être aligné avec d'autres référentiels et avec justement les principaux standards du marché. Donc le GRI, j'en ai pas beaucoup parlé, par exemple. On a également collaboré avec le ministère de la Transition pour la définition du plan de sobriété du gouvernement. Et donc il y a également un standard qui est sorti et qui a été intégré à la plateforme. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à un standard ou un référentiel qu'on n'a pas forcément abordé, on aura les réponses. N'hésitez surtout pas à venir embêter nos équipes par mail. Si on peut aider, ça sera avec plaisir. Alors, il y a une question relative aux pénalités. Quelles seront les pénalités? Honnêtement, je pense que nous, la façon dont on voit les choses, on ne pense pas qu'il y aura des pénalités qui peuvent de nature à vous effrayer. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas observé de pénalité qui puisse effrayer une entreprise. Par contre, pour nous, la sanction, elle viendra plutôt d'un problème d'image. C'est vraiment un problème de réputation que ça peut engendrer pour une entreprise qui ne met pas en œuvre un certain nombre de ses obligations peut être montrée du doigt et c'est là qu'est le principal risque pour l'entreprise. À commencer par ses propres collaborateurs. Ça, c'est les pénalités, oui, plutôt en effet réputationnel. Après, bon, peut-être que je me trompe, hein, Amélie, j'aimerais ton avis là-dessus, mais pour moi, la première année va être aussi une année un peu à blanc. Et si jamais il vous manque certaines politiques, certaines actions ou même certaines données, je ne pense pas que l'auditeur ou les frags soient trop stricts. C'est quelque chose, c'est un peu unique au monde, hein, ce qu'on est en train de mettre en place sur la CSRD. C'est une ambition qu'on n'a jamais vue ailleurs ni dans le texte de loi européen, ni à l'international. Et donc, bien sûr qu'il y aura une silence au démarrage sur une certaine degré d'erreur. Voilà. Alors, il est 14,
on arrive vers la fin, mais je pense qu'on peut, pour ceux qui le souhaitent, continuer avec quelques questions, parce il y en a beaucoup. Alors, ouais, j'ai vu pas mal passer la question sur notre collaboration avec Time for the Planet. Alors, la collaboration avec Time for the Planet, c'est hors CSRD. On offre une stratégie RSE sur mesure à tous ceux qui participent au programme entreprise de Time for the Planet, mais c'est hors module CSRD. Donc, ça n'est pas du tout couvert par ce que on vous a présenté, n'est pas du tout couvert par cette collaboration qui a été initiée lundi. Merci Morgane pour la réponse sur les. Nickel. Merci Morgane pour les pénalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde s'il y en a qu'on a peut-être loupé. On a presque une centaine de questions au total. Je voyais également un sujet sur l'étape de double matérialité. Est-ce qu'il faut le faire pour tous les sujets, les sous-sujets, les indicateurs? À quel niveau il faut travailler? Alors, là-dessus, concrètement, c'est un slide que j'ai passé assez vite, mais que vous allez pouvoir récupérer bien sûr dans le guide. C'est le slide qui est ici. C'est qu'on a un peu un funnel, des poupées russes, dans lequel, à chaque étape, on creuse avec un niveau de détail plus précis. Donc, ça, ce slide-là, il est tiré des textes de l'EFRAG, même s'il a été adapté un petit peu en termes de traduction et de mise en forme. Mais l'idée, c'est qu'on commence par la double matérialité sur les enjeux et les sous-enjeux. Par exemple, pollution, sous-enjeu, pollution des sols. Une fois qu'on a identifié qu'un sous-enjeu ou un enjeu était matériel, il faut passer au niveau en dessous. Et si jamais il est non matériel, on peut l'omettre sans justifier pourquoi, à part pour le SRS E1 et le ESRS S1 sur le social, les propres salariés, sur le climat. Si un sujet matériel, encore une fois, pollution, on va avoir deux typologies d'indicateurs. Il va y avoir tout ce qui va être plutôt lié aux politiques, aux actions, aux objectifs. Donc, je vais résumer ça en indicateurs qualitatifs. Si le sujet de la pollution des sols est matériel, alors je dois expliquer quelle est ma politique, mon action, mon objectif. Là, j'ai l'obligation. Et si je ne l'ai pas, cette politique ou cette ressource, je dois expliquer quand est-ce que je l'aurai. Pour les indicateurs plus chiffrés, donc les valeurs et les ratios, on rentre dans un niveau un peu plus détaillé où je me pose la question, est-ce que le sous-sujet est matériel? Donc, par exemple, dans la pollution, on va voir le sous-sujet de la pollution des sols. Si la pollution des sols n'est pas matérielle, on peut l'omettre avec tous les indicateurs qui sont rangés dans la catégorie pollution des sols. Si le sous-enjeu de la pollution des sols est matériel, alors je vais rentrer dans le détail de ce qui est en dessous de chaque point de données et indicateur. Et si un point de données ou un indicateur est matériel, comme par exemple le volume de pesticides que je consomme ou que je produis, je génère, qui va être lié à la pollution des sols, si c'est matériel, alors je dois divulguer l'indicateur et il est cadré par les FRAG. S'il n'est pas applicable et ou non matériel, je peux décider d'omettre le volume des pesticides consommés. Et par contre, on peut parler du phosphore dans la pollution des sols ou de nitrate, voilà, qui serait un enjeu qui serait peut-être un peu plus adapté à mon entreprise. Et là-dessus, alors c'est pas explicitement présenté par les FRAG, mais c'est pas inintéressant lors de ce filtre et de cette sélection de séparer ce qu'on va considérer comme étant non matériel et de séparer ce qui va être non applicable. Quand c'est pas applicable, par exemple, vous n'avez pas de pesticides, ça va être aussi plus rapide pour votre auditeur de vérifier cette information. Et si c'est non matériel, c'est que ça peut s'appliquer, mais que c'est un sujet qui est très secondaire et qu'on peut mettre de côté. Et votre auditeur va mettre plus d'efforts quand même dans la vérification des sujets non matériels que pour les sujets non applicables. Et donc, si le départ, vous arrivez à bien segmenter ou préciser ces deux points, ça facilitera le travail de l'auditeur et normalement, ça sera quand même un peu plus simple pour votre divulgation. Nous, c'est quelque chose qu'on a intégré dans chacun des données où c'est possible. On précise bien quand c'est non applicable et quand c'est non matériel pour simplifier le travail à l'auditeur. Comment pouvons-nous justifier des données qualitatives demandées?
Alors, ça, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Ça va dépendre aussi des auditeurs. Parce qu'en effet, il n'y a pas forcément une facture fournisseur une donnée consolidée qu'on va pouvoir remonter. Pour le qualitatif, ça va être du rédactionnel. Donc pour ça, ça dépendra vraiment de la question qui est posée et ça dépendra aussi de, de votre auditeur. Est-ce que c'est un CAC? Est-ce que c'est un auditeur spécialisé dans la RSE? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Et ce que je peux vous dire par contre, c'est que les CAC ont l'obligation de suivre une formation de 90 heures avant de pouvoir faire la validation CSRD. Pas beaucoup ont commencé. Donc, c'est une question que vous pourrez aussi leur poser si jamais vous êtes déjà accompagné par un commissaire aux comptes ou un auditeur financier, extra-financier. Bah, écoutez, on a un petit peu dépassé. Je propose de nous arrêter là pour cette petite overview. On a essayé d'être assez précis, pragmatique, même si malheureusement en 40 minutes, c'est pas assez pour démêler un sujet aussi complexe que la CSRD. Mais on va vous envoyer tous les éléments nécessaires pour pouvoir creuser un peu plus en détail sur les data points, sur les applications, sur les ESRS, sur la manière de les sélectionner, histoire que vous puissiez être un petit peu autonome. Et si jamais vous avez des besoins d'un accompagnement à la culture ou à la data, bah bien sûr, vous n'hésitez surtout pas à nous en parler. Et on travaille très souvent en collaboration avec Parangon, donc on pourra faire un binôme efficace. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne digestion de toutes ces informations. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci Amélie d'avoir participé. Merci à tous les deux. Au revoir tout le monde.